Vous le savez bien, le gardien doit parfois encaisser des chocs, mais autant ne pas les sentir passer. C'est pourquoi Decathlon a pensé à nous avec son sous-maillot de protection dédié aux gardiens. Vêtements hyper respirants, mousse de protection au coude et toujours avec une totale liberté de mouvement. C'est le sous-maillot parfait conçu par des gardiens pour les gardiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien du sous-maillot dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Decathlon de soutenir le podcast et de vous proposer ce nouvel épisode. J'ai un parcours atypique avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais j'ai aucune rancœur sur rien du tout, sur tous mes passages, même mon passage à Rennes, qui est peut-être vraiment le point noir de ma carrière, mais je me dis qu'avec tous ces côtés négatifs, en fait, ce que j'ai réussi à vivre à chaque fois derrière et rebondir, c'est d'autant plus beau, quoi. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, on pourrait presque le faire en anglais. Depuis 1 an, c'est de l'autre côté de la Manche que mon invité évolue. Il a brillé cette saison avec un quadruple arrêt qui a fait le tour d'Europe. Avant, c'est en Belgique, à Lorient, à Monaco et surtout à Nancy qu'il s'est fait connaître. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Bonjour Palnerdy. Salut Alex. C'est les vacances pour toi quand on se retrouve près de Nancy pour enregistrer cet épisode. Tu viens de passer une saison à QPR en 2e division anglaise. Tu vas pouvoir nous faire découvrir le foot anglais et ses spécificités pour un gardien. Mais on parlera aussi de tes débuts à la SNL à l'âge de 17 ans, puis de ton parcours marqué par quelques déceptions jusqu'à ton retour en Ligue 1 avec Lorient. Tu as joué près de 50 matchs en Ligue 1, dont un nul arraché contre le PSG de Lionel Messi. Mais avant sa première question, c'est quoi un bon gardien aujourd'hui, en 2025 ? Un bon gardien en 2025, c'est un gardien qui est actif. Je pense que c'est vraiment la chose maîtresse, j'ai envie de dire. C'est un gardien actif qui essaie d'aider son équipe à n'importe quel moment des matchs, sur les sorties ou même dans son commandement. Donc c'est vraiment comme ça que je vois le poste de gardien de but aujourd'hui. Et toi, comment t'es devenu gardien de but ? C'est une histoire c'est une histoire sympathique en fait. J'ai un grand frère, donc tout simplement mon grand frère, quand il a commencé à jouer au foot, il avait besoin de quelqu'un dans les buts quand il tirait dans le ballon, et tout simplement c'est comme ça que ça s'est fait, que j'ai pris les gants, que mon père a acheté une paire, et ça s'est fait comme ça. Donc c'est toi le petit frère qui a fait office de cobaye dans les buts. Exactement, le cobaye c'est plutôt pas mal démerdé par la suite, donc c'est cool. Je dis merci à mon frère. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu quand t'as les premières fois que t'as pris les gants, dans le jardin, mais après en club pour les premières fois ? Je pense que dans le jardin, je veux dire les plongeons, tout simplement tout de suite plonger sans jamais se faire mal. Donc voilà. Puis après, au fur et à mesure de ma carrière, c'est vrai que tout simplement déjà le plaisir de jouer. Tout simplement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer à toutes sortes de choses dans la vie. Et voilà, d'avoir la chance d'être sur mes 2 jambes aussi, et de faire un métier exceptionnel, pour moi, c'est déjà bien. Ouais. Tu as débuté très jeune en Ligue 2 avec l'AS Nancy-Lorraine, mais quand tu étais au centre de formation, à quel moment tu as compris que ça pouvait devenir sérieux ? Est-ce que c'était avant, quand tu signes à Nancy, ou est-ce que c'est au centre, sur tes premières sélections de jeunes en équipe de France ? À quel moment tu te dis « Ah là, il y a quelque chose » ? Je pense pour toucher le monde professionnel, je pense que l'équipe de France, c'est vraiment la chose qui a commencé à me faire dire ouais, j'ai peut-être... je me disais pas que j'avais quelque chose en plus, mais de me dire que voilà, j'étais quand même bien positionné pour tout simplement peut-être avoir la chance un jour de jouer à la SNL, parce que pour moi, mon rêve, c'était tout simplement de jouer pour la SNL. Donc ça s'est fait et c'est super. Ouais, ouais t'es de Vesoul à la base, ouais. Et après t'es repéré par la SNL alors... Très jeune, à 12 ans. J'ai quitté un peu le foyer familial, on peut dire ça comme ça, à l'âge de 12 ans, je pense 5e en termes de parcours scolaire.
Donc c'était difficile hein, pour tout, surtout pour mes parents. Je pense ma mère qui a jamais. Je pense que pour elle, même encore aujourd'hui, j'ai toujours 12 ans. Elle a eu du mal de couper un peu. Ça a coupé au moment là, quoi. Le lien. Exactement, il s'est un peu coupé. Ben, vous savez, quand à 12 ans vous partez, vous voyez vos parents que des fois certains week-ends, pendant certaines vacances, c'est pareil. Les vacances, quand il y a les tournois, quand on est jeune, ben, on voit pas la famille. Donc c'est comme ça. Mais je pense que c'est aussi ce qui a forgé aussi mon caractère, mais c'est vrai que je crois que j'ai écouté un de tes podcasts récemment, je sais pas si c'était Michael Landreau qui disait par rapport à l'enfance ou ces choses comme ça, l'adolescence, ben c'est vrai on met vraiment tout de côté, on met tout pour tout simplement vivre notre rêve. Ouais, c'était Michael Landreau qui le disait dans le dernier podcast. Donc lui, pareil, il a commencé à 17 ans comme toi. Lui, c'était en Ligue 1 et il a expliqué que du coup, cette éclosion très jeune, lui, c'était au centre de formation. Il y avait, c'était foot, école. Et il n'y avait pas forcément ce que tous les adolescents qui nous écoutent là peut-être à Sorcy découvrent, les sorties, les copines et tout ça. Ça n'existe pas. Ça, franchement, c'est vrai que pour le coup, moi, dans mon parcours, ça n'a pas du tout existé, les sorties. Et du coup, j'en suis heureux parce que c'est quelque chose que j'ai jamais trop fait. Même mis à part aujourd'hui, j'ai envie de dire, franchement, par rapport à ces sorties, on va dire, je suis jamais trop sorti en boîte de nuit. C'est pas des choses qui m'intéressent vraiment. Enfin, j'aime bien ouvrir une petite bouteille de vin de temps en temps, mais en petit comité pas entre forcément amis. En boîte de nuit, quoi. Exactement, entre amis, c'est suffisant. Ouais. Concernant la SNL, tu arrives à la SNL très jeune, à 12-13 ans, tu es ensuite au centre de formation. Au niveau de la croissance, tu es un peu en retard sur le moment-là. Comment tu gères ça sur cette évolution-là? Tu vois des gardiens de ton âge qui sont plus grands parce qu'à l'adolescence, c'est là où y a certaines différences se font, certaines se rattrapent avec le temps. Mais comment toi, tu gères ça intérieurement, le fait d'être pas en retard, mais en tout cas physiquement en retard. On peut le dire, en retard. Franchement, j'étais bien plus petit que tout le monde, mais vraiment. Ça m'a marqué, oui et non. Je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'a traumatisé. Après, est-ce que le fait qu'aujourd'hui je suis 1m88 et du coup que cette question de taille, elle a été mise de côté. Mais j'ai le souvenir que notamment avec Christophe Miranda, que je salue au passage, quelqu'un à qui je tiens énormément. Je me souviens qu'à l'époque, il y a une période où je crois que chaque début de semaine, il me mettait sur la toise et puis il me mesurait en fait. Et on attendait, je crois, de passer cette barre fatidique des 1m80. Ouais. Et je me souviens du jour où elle a été passée, mais c'est vrai que j'étais vraiment en retard. Et du coup, j'ai même le souvenir d'avoir fait des radeaux du poignet, des choses comme ça. Parce que je pense qu'aussi à l'intérieur du club, on voyait que j'avais énormément de qualité, mais je pense qu'ils avaient peut-être cette crainte, je sais pas, est-ce que c'était maladroit ou de vouloir que je passe une certaine taille. Il fallait être rassuré sur le fait que tu puisses passer le 1m80 pour passer professionnel, quoi. Tu penses que c'était... Peut-être, je sais pas. Franchement, en tout cas, je l'ai pas senti à l'époque, j'ai pas senti quelque chose de vraiment négatif sur faut absolument que tu fasses cette taille. Je pense que j'étais jeune aussi, un peu insouciant, comme je le suis aussi de nature. Donc c'est pour ça que je dis aussi, c'est pas quelque chose qui m'a traumatisé, que j'ai pensé. Moi, le plus important, c'est que je prenais du plaisir sur le terrain et j'essaie d'être le meilleur comme j'essaie de le faire aujourd'hui, quoi. Et le déclic sportif, donc tu disais, il y a eu ce jour où tu as passé la barre des 1m80, mais sportivement, est-ce que tu as eu un moment, tu as eu un déclic, je sais pas, en U17 nationaux, est-ce que tu l'as senti, cette période-là? Je peux pas vraiment dire que j'ai le souvenir de quelque chose par rapport à ma taille. Il y a un truc que je me souviens, c'est que pareil, du coup j'étais en manque de force quand j'ai commencé à jouer sur grand terrain, et j'ai le souvenir sur le fait que j'arrivais pas à forcément dégager très loin, et j'ai le souvenir qu'à une période j'ai commencé à dépasser le milieu de terrain. J'avais cette sensation de me dire maintenant je suis un grand, ouais. Alors que ça veut rien dire du tout, ouais. Mais ouais, c'est assez marrant ça. Et donc tu arrives en pro très jeune parce que donc tu fais ton premier match à 17 ans, mais avant ça tu t'entraînes sur les trêves internationales sur cette période-là. J'ai un peu questionné les joueurs qui étaient là au moment-là, et très vite ce qui est revenu, c'est que tu as impressionné par la communication. Très vite, tu avais 16-17 ans, mais il y avait des joueurs qui avaient 30 ans, qui avaient des centaines de matchs en Ligue 1, et tout de suite, tu étais à l'aise. Ce côté communication-là, si on parle aux gardiens, en quoi il était important pour toi ? Pour moi, c'est primordial, hein. Encore plus, je veux dire, à l'entraînement, mais en match aussi. Mais c'est vrai qu'à l'entraînement, c'est à l'entraînement qu'on tisse ces premiers liens. Et comme tu le dis, je pense que, moi j'ai une référence, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en parlent à Nancy, ça a choqué beaucoup de personnes. C'est que je devais avoir 16 ans, je pense, quand je fais mes premiers entraînements à l'époque en Nancy en Ligue 1, sous Jean Fernandez. Et c'est vrai que j'ai le souvenir qu'André Louis, c'était l'icône de la SNL, est un gamin de 16 ans qui arrive.
certains sur des petits jeux, s'il défendait pas, j'allais pas le pourrir, mais j'allais vraiment lui dire. Et j'ai le souvenir qu'après la séance, même André Luce, il s'est regardé, il s'est dit putain, ce gamin-là, il a peur de rien, entre guillemets. Et je pense que c'est ce qui me caractérise aussi dans cette communication. Et même encore aujourd'hui, je sais que quand on va faire des entraînements avec UPR, parce que c'est vrai que dans ces entraînements en jeu réduit, c'est là où on peut mettre ce petit extra de voix et aller chercher le petit supplément dans chaque joueur. Et c'est vrai que ouais, c'est des anecdotes assez sympas. Et c'est vrai que par rapport à ça, je trouve que le commandement, il est très, très important. On pense que quand il y a beaucoup de bruit, on n'entend pas les gardiens, mais non, on sait se faire entendre aussi. Autre style, autre particularité, c'est face à face. Alors on en reparlera tout à l'heure quand on évoquera ce match face au PSG de Léo Messi, mais c'est face à face un peu en croix où tu restes debout, mais tu prends de la place. Ouais. Ça te vient d'où et qu'est-ce que tu trouves de positif dans cette manière de gérer les face à face? Tu l'as fait beaucoup de fois, que ce soit tout proche de ta ligne ou même des fois quand tu sortais un peu Exactement. à l'extérieur de aller près de la fin de la surface. Bah, c'est vrai que et pareil, ça a commencé très très tôt. Moi j'ai le souvenir que je crois qu'à déjà 14-15 ans avec Christophe au centre de formation, on a commencé très tôt à le travailler, même si je sais que Christophe Miranda, c'est bam, bam, c'est la tête sur le ballon à l'italienne, c'était vraiment ça. Et c'est un truc que j'aimais, mais j'étais pas forcément le gardien qui aimait mettre la tête la première, je sais pas pourquoi, peut-être par crainte et du coup c'est vrai que on a mis en place très rapidement cette croix qui, je pense qu'il faut vraiment utiliser à bon escient. On voit aujourd'hui encore des gardiens, et même moi je pense que ça m'est déjà arrivé sur des frappes d'un peu plus loin de déjà se préparer à se mettre en croix, alors que non, je pense qu'il y a vraiment des moments d'utiliser. J'ai l'impression qu'aussi les attaquants commencent aussi à le savoir, à le voir. On voit quand on joue des très grands joueurs, de très bons joueurs de football qui essaient de s'adapter, à des fois venir nous dribbler quand on se présente en 1 contre 1, parce qu'ils savent que si on fait la croix, vraiment au moment, c'est fini, quoi. T'es totalement... j'ai le souvenir, je crois, d'Oukidja, je pense que face à Payet, peut-être Marseille, où je crois même qu'il se blesse. Et peut il est à Strasbourg, ouais. Oui, je pense qu'il peut se faire très très mal au genou à cette époque-là, j'ai des souvenirs. Mais c'est vrai que la croix, je pense qu'il faut bien l'utiliser. Et je pense que tu as dû croiser des entraîneurs de gardiens qui ont dû te dire à peu près la même chose aussi. Ouais. Justement, un bon escient, c'est quoi toi, quand tu vois l'attaquant qui arrive face à toi, quand est-ce que tu décides et qu'est-ce qui va faire que tu vas faire la croix plutôt que de rester sur tes appuis et sortir soit avec la tête en avant ou... Je pense que déjà, sortir la tête en avant, ça va être quand tu es sûr d'avoir cette avance. Ou que tu peux prendre cette avance sur l'attaquant. Si l'attaquant il a le ballon dans les pieds, je pense que rester le plus longtemps possible, je pense qu'on voit aujourd'hui dans ce que font les plus grands gardiens et les meilleurs, c'est de rester vraiment le plus longtemps possible droit, de vraiment donner aucune solution. Quand tu débutes à Nancy, est-ce que tu as le sentiment que ça va vite? On est en 2013, tu fais d'abord un match de Coupe de la Ligue qui se passe bien et après tu es titularisé en championnat, mais est-ce que tu as le sentiment que ça va vite quand ça s'accélère? C'est vrai que ça va vite, puis les matchs se sont enchaînés vite aussi, ça allait à une vitesse folle, les matchs se sont enchaînés, en plus nous on jouait à la montée avec la SNL, c'est vrai que j'ai été vite dans le grand bain, puis la chance qu'on a quand on commence, quand ça se passe bien, on a l'impression que c'est comme un rouleau compresseur, on va dire que les performances s'enchaînent super bien. Malgré le fait que dans la presse, mon nom, il commence un peu à être cité à droite à gauche. Mais je garde vachement, je trouve, les pieds sur terre. J'ai de la chance aussi d'avoir Damien Grégorini en numéro 2 avec moi, qui a été, et je le dis à tout le monde, c'est exceptionnel comment il a été un grand frère pour moi sur cette saison-là. Il a été là avec moi, il m'a accompagné, il m'a poussé. Franchement, c'est quelqu'un, je serais redevable à vie d'avoir comme numéro 2 un Damien Grégorini qui a une carrière énorme, immense, et qui accompagne un jeune gardien sur sa dernière année où il part à la retraite à la fin de l'année. Il m'a vraiment accompagné de la meilleure des manières et c'est vraiment un mec que je respecterai toujours. Surtout que tu lui piques sa place parce que lui peut se dire quand tu lui prends sa place sur le début de la saison que c'était sa dernière saison. Exactement. Et que il savait qu'il allait prendre sa retraite et que il aurait pu en profiter et au final il fait quelques matchs en début de saison et après toi tu t'imposes. Exactement. Et puis ça est tout de suite vraiment sur quelque chose de très positif. J'ai le souvenir de tout le temps avant les matchs, après les matchs, de venir me soutenir. Franchement, j'ai vraiment été, je pense, chanceux. Et je pense quand on parle de chance, je pense qu'il en faut quand on commence. Mais quand on a été épaulé comme ça par un mec comme ça, franchement, c'est chapeau. Tu es meilleur gardien de la saison France Football, cette saison-là, en 2014. Tu signes à Monaco dans la foulée. Et à ce moment-là,
t'approches l'équipe de France Espoir, tu signes à Monaco, t'es qu'en Ligue 2, mais par contre ton nom commence un peu à circuler. C'est ta première saison. Comment tu vis cette période-là en signant à Monaco et voilà, ton nom au moment-là il circule, on commence à dire bah voilà, la nouvelle génération est là. L'équipe de France, c'est vrai l'équipe de France, successeur du Goulouris. En plus, tu as ce style très bondissant sur ta ligne, un peu comme lui. Comment tu le vis ça? Franchement, quand on est jeune, on est un peu excité, content de voir que ça parle un peu à droite, à gauche. Mais ouais, vu que moi, j'ai toujours été vraiment tellement focus sur mon football. Donc c'est vrai que avant que je signe à Monaco, c'est vrai qu'il y a des beaux clubs quand même qui s'intéressent à moi. Et j'ai le souvenir que je crois que Monaco, c'est un des clubs qui donnait le plus d'argent. Et c'est vraiment un peu comme ça que le choix s'est fait. Hein. Franchement, c'était aussi le choix du cœur d'aider aussi la SNL. La SNL qui avait des petits problèmes de finances à cette époque-là. Et c'était comme limite, c'était à l'équipe qui donnait le plus pour la SNL que j'allais aller, quoi. Donc limite, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais très content. De toute façon, moi, comme je dis à tout le monde, j'ai un parcours atypique avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais j'ai aucune rancœur sur rien du tout, sur tous mes passages. Même mon passage à Rennes, qui est peut-être vraiment le point noir de ma carrière. Mais je me dis qu'avec tous ces côté négatif, en fait, ce que j'ai réussi à vivre à chaque fois derrière et rebondir, c'est d'autant plus beau, quoi. On va en parler de Monaco. Il y a 10 ans à peu près, tu es arrivé à Monaco parce que tu as signé en 2014, mais tu as été prêté une saison à la SNL. C'était le deal en fait, que je continue à grandir, que je continue à bien sûr, parce que faire une saison c'est facile, mais en faire 2, 3 c'est pas la même histoire. Donc c'était dans le deal que je reste la deuxième saison. Donc je pense que c'était une très bonne chose. Mais avant de rentrer dans le détail de ta carrière, on va passer au podium de ta carrière. C'est les 3 images fortes de ta carrière. Si tu devais en mettre une à la 3e place. Là, tu me prends de court, c'est super difficile, franchement, de mettre une 3e place sur c'est pas évident. J'ai l'impression que quand on me pose ces questions-là, j'ai vraiment du mal à vraiment mettre des moments, parce que je suis quelqu'un qui vit les choses à 200%. Donc des moments, je pourrais en dire 10, 20, 30. Allez, pour en dire un, je veux dire la montée avec Lorient, parce que même si on monte sous Covid, voilà, c'était une très belle saison, même à titre personnel, d'être transféré de Monaco à Lorient avec ce projet de tout de suite remonter, puis qu'on le fasse en une saison. Pour moi, ça a été... je peux le mettre en numéro 3, ça, ouais. La 2e place. Deuxième place, je dirais pareil, la montée avec le Cercle de Bruges. Je pense que celle-là, elle restera gravée à vie, parce que quand j'arrive au Cercle de Bruges en janvier 2017, le club est dernier ou avant-dernier de D2 à l'époque, et proche de la faillite. Et il fallait qu'on se maintienne pour que Monaco puisse racheter le club et avoir ce club satellite. Ouais, du coup, c'est Monaco qui te demande d'aller les aider. En fait, c'est limite, on a un service à demander, il faut que tu ailles là-bas. En plus, moi, je jouais pas à Rennes. Et à l'époque-là, les clubs, ils sautaient pas sur Paul Nardi pour aller et font le prendre. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Puis moi, j'ai adoré la vie. On s'est maintenu. Puis après, le club a monté un super projet. Et on monte. Et voilà, envahissement de terrain sur 2 matchs. Là-bas, le fonctionnement en Belgique était un peu bizarre à l'époque. Fallait gagner une tranche de championnat. Après, il y avait une finale aller-retour. Okay. J'ai souvenir du match aller où je fais une grosse erreur sur la finale aller. Et puis j'ai l'impression d'avoir trahi un peu tous mes coéquipiers. Et puis sur le match retour, je fais un gros match. Irving Cardona qui marque un penalty avec le VAR. C'était exceptionnel. Donc ouais, je mettrais ça en numéro 2. Ouais. Et à la première place à la première place, je vais en mettre 2 à la première place, même si je pourrais tous les mettre à la première place. Je pense que mon premier match européen avec Gand, je pense que c'était une fierté immense de pouvoir jouer la Conference League, encore plus avec mon parcours. Donc je pense que c'était vraiment important pour moi. Et je vais dire en numéro 1 bis, je vais dire aussi mon année à QPR. Ouais, je peux dire que c'est vraiment de découvrir le Championship à 30 ans, surtout après s'être cassé la jambe 6 mois avant. J'ai eu peur à un moment de me dire limite, est-ce que je vais pouvoir rejouer au football? Et je me retrouve 6 mois après assis dans un club prestigieux d'Angleterre. Franchement, exceptionnel. Donc franchement, je pourrais le mettre avec les circonstances cette première année à QPR.
À Monaco, du coup, tu travailles avec. Alors, tu es la doublure de Daniel Subajit. Comment ça se passe, ça Tu dois apprendre ce rôle de numéro 2 que tu n'avais jamais été, finalement. Du coup, comment ça se passe? Bah, l'année là, je pense que c'est vraiment quand Monaco, c'était aussi dans le deal limite de départ, de commencer, de rester à Nancy et après de venir en numéro 2, puis après essayer de se battre pour sa place. Mais bon, Daniel à l'époque là, il était au top de sa carrière et puis pareil, gars en or quoi. Quand je parle de Damien Gregorini, je pourrais mettre aussi Daniel, franchement, qui était super bien avec moi. Donc j'ai aussi grandi et travaillé avec lui, donc progressé. Même si je jouais pas, j'ai joué que 6 matchs sous les couleurs monégasques. Mais ouais, franchement, belle relation avec lui, avec Andrea Mitrano, l'entraîneur des gardiens de l'époque. Et ouais, c'était, je pense aussi, de mettre un peu le pied à l'étrier, voir comment ça se passe dans un grand club aussi. Et cette année-là, pareil, même si j'ai très peu joué, c'est un apprentissage. Ouais. Tu joues tes premiers matchs en décembre parce que Daniel Subajit est blessé, Ouais, je crois. Bon, voilà, tu découvres la Ligue 1. Qu'est-ce que ça fait de découvrir la Ligue 1? Est-ce que, voilà, quand tu le sais parce qu'il est blessé, donc tu sais que tu vas jouer au moment-là, qu'est-ce que ça te fait? Bah, c'est vrai que j'avais joué des matchs de coupe, je crois, avant, peut-être la Coupe de France et Coupe de la Ligue avant, mais c'est vrai que ces matchs de Ligue 1, ouais, quand on est un gamin comme ça qui vient de Vesoul, et on se dit, ouais, on va jouer le premier match de Ligue 1 avec Monaco, je crois, le premier match contre Saint-Etienne. À Louis II, bon, il n'y avait pas énormément d'ambiance, hein, on va pas se le cacher, j'ai le souvenir qu'on s'entendait sur le terrain, ça m'avait même un peu surpris parce qu'à Nancy, ça n'existait pas, ça. Ouais. Et ouais, puis je crois qu'on gagnait 1-0, penalty de Fabinho, si je dis pas de bêtises, contre Saint-Etienne. Et je crois que c'est la première fois que Saint-Etienne ou qu'un club de Ligue 1 cadre pas une frappe. Donc un peu ce sentiment aussi de se dire, je me suis pas forcément mis à contribution. Je crois que 3 jours après, on joue 3, on fait 0-0, pareil, pas trop de choses pour se mettre en valeur. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai pas eu ces matchs qui auraient pu peut-être me faire briller, mais c'était comme ça, je les ai pris comme ils sont venus. 2 clean sheets pour commencer en Ligue 1, on va pas cracher dessus. Donc ouais, non, c'était une belle expérience. Et avec le recul, est-ce que tu sais ce qui a manqué? Alors tu disais peut-être de pas forcément briller, mais pas parce que tu as été mauvais, mais parce que tu n'avais pas forcément les sollicitations sur ces matchs-là. Mais est-ce que tu sais ce qui t'a manqué pour passer ce cap-là quand tu étais à Monaco? Je pense déjà qu'il y avait tout simplement Daniel Subasic en fait. Donc c'est vraiment, je pense, le fait qu'il soit là, tout simplement, moi j'étais totalement barré, mais avec le recul, je pense que j'étais pas prêt. Je pense vraiment qu'à 19 ans, à l'époque là, je pense que j'étais pas du tout prêt d'être le numéro 1 de l'AS Monaco, et il faut avoir l'humilité de le dire, et je pense que c'était le cas. Ouais. En fait, c'est jouer qui t'a manqué. La période là, c'est exactement ce qui m'a manqué. En plus, c'était les moments un peu charniers. Je pense que quand tu arrives dans cette période des 20, 21 ans, où je pense que si tu arrives à jouer à Monaco ou à Rennes, peut-être que ce qui se passe derrière, c'est totalement différent, oui ou non. Parce qu'on ne sait pas si j'avais joué, est-ce que j'aurais été performant? On ne le saura jamais. Donc est-ce qu'aujourd'hui, je serais aux oubliettes parce que j'aurais eu un moment noir dans ma carrière? Donc c'est pour ça que je me dis, ce qui est arrivé. L'époque de Rennes, c'est pareil. Moi, quand je signe à Rennes, Benoît Cossil doit partir, doit pas finir son année de contrat. Au final, il reste. Et voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Ça a été, je pense, vraiment les 6 mois les plus difficiles parce que je m'étais vraiment dit, je vais arriver à Rennes et je vais lancer, entre guillemets, ma carrière en Ligue 1. Puis ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais c'est comme ça. J'ai eu la chance de pouvoir partir en janvier. Franchement, Rennes m'a laissé aussi partir et a été réglo par rapport à ça, donc c'est comme ça. C'est Jérémy Janot qui était invité de ce podcast qui disait que à 20 ans, le gardien il doit jouer, c'est ce que lui il conseille au gardien qui peut côtoyer en équipe de France Esport, c'est qu'il faut vraiment jouer. 100% d'accord. Et toi du coup, quand tu vas à Rennes, que tu es prêté, le seul match que tu fais je prends une branlée. On en prend 7-0. 7, premier triplé d'Mbappé, merci, c'est sympa les gars. Alors contre Monaco en plus. Puis j'appartenais encore à Monaco, donc... Est-ce que ce match-là, du coup, il a une saveur particulière, peut-être parce qu'il te fait plus de mal qu'autre chose, au-delà de perdre, au-delà de jouer et de prendre 7 buts, mais à ce moment-là, Paul Nardi, il joue, il en prend... Catastrophique. Je pense que tout est catastrophique. Donc du coup, il y a l'année à Monaco où je joue pratiquement pas, les 6 mois à Rennes où je joue pas, et je me plains à Rennes de pas jouer, et je joue un match, j'en prends 7, et contre le club qui t'emploie, entre guillemets. T'es pas bon, tu le prouves au club qui t'a pris depuis 6 mois, avec limite que tu joues un match, t'es pas bon.
contre le club contre ton club, et ils se disent comment on peut dire qu'il est prêt. Et il sera jamais prêt. Il pourra jamais jouer pour nous. Donc en fait, c'était coup de massue. Waouh, ces périodes-là, pas simple. Ouais. Mais ce que je vais vivre derrière, c'est tellement exceptionnel que franchement, si je dois revivre ça aujourd'hui, on me dit j'y retourne 100%. Là, cette douleur que j'ai eue dans les 6 mois-là et de ce match-là, ça fait un peu maso, mais j'y retourne. Hein. C'est comme ça, c'est la vie, c'est une carrière qui est faite de haut et de bas. Parce que tu signes à Bruges et c'est là où tu reprends goût. Les émotions sont positives, vous vous sauvez. Et en plus, après, au-delà de vous sauver, vous allez jouer la montée. Exactement, on joue la montée, on monte. L'année d'après, je reste encore en D1 et on se maintient. Donc, ces 2 ans et demi au Cercle de Bruges, exceptionnel. Et je pense que c'est le deuxième redépart, entre guillemets, de ma carrière. C'est celui-ci. Ouais. Il y a des différences avec le foot français quand tu joues dans le football belge? Les premiers souvenirs que j'avais, c'était ce kick and rush un peu, limite un peu à l'anglaise. J'ai le souvenir de beaucoup surtout en D1, attaque, défense, beaucoup de buts, peut-être un peu moins tactique. J'ai le souvenir qu'en France, on pouvait être conservateur, moins aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est comme tourner beaucoup sur l'offensive. Mais de mes époques, plus conservateur, voilà, protéger, pas prendre de buts. Que j'avais. C'est les périodes Pablo Correa. Exactement, des époques Pablo, je pense. Mais ouais, en tout cas, on peut voir qu'après, quoique Pablo, que je félicite et que franchement, ils ont fait une saison exceptionnelle. Et je crois que j'ai entendu une de ses interviews qui disait que j'ai poussé mes joueurs à gagner des matchs, à des matchs quitte à des fois les perdre. Et c'est vrai que cette saison, on a vu un ASNL, mais offensif. Et ouais, comme quoi tout peut changer. Donc, Non, mais pas pour revenir à Bruges, c'est vrai que à ce moment-là, tu redeviens dans le football de très haut niveau, parce que le football belge en plus évolue à ce moment-là en même temps, il grandit très bien, sur cette même période. Ça te permet de signer à Lorient. Enfin, comment ça se passe? Tu sais que tu arrives à Bruges et que tu es revenu dans le circuit, ou c'est l'opportunité de Lorient qui fait que tu reviens en France C'est vrai que cette saison-là, surtout après quand je reviens en D1, ma première saison en D1 au Cercle de Bruges, où elle est très bonne à titre personnel et collective aussi, parce qu'on se maintient et on a fait une belle saison. Et c'est vrai que là, je suis entre guillemets revenu sur les projecteurs, on va dire. J'ai commencé à avoir des contacts par de très belles équipes belges aussi. Et c'est vrai que mon souhait de revenir en France à l'époque... j'avais envie de revenir. Et pareil, de repasser par la case Ligue 2, je pense que c'était le schéma aussi qu'il fallait. Puis FC Lorient, club emblématique. Puis aussi Olivier Lagarde qui m'appelle, qui allait prendre l'équipe avec Pélissier. Donc c'était aussi le timing parfait, je pense, pour revenir en France. Oui, puis Christophe Pélissier, c'est un style de jeu, tu le disais, tes joueurs, bien sûr. T'as un bon jeu au pied, c'est un style de jeu qui te convient, quoi. Exactement. Puis un coach aussi qui adapte des montées, donc en plus on est monté directement en 7 mois, donc ouais, non, franchement, super. Justement, tu as parlé de Christophe Miranda que tu as eu à la formation. Tu viens de parler d'Olivier Lagarde que tu as eu à Lorient, qui a été du coup invité de ce podcast avec Donovan Léon en début de saison. Comment tu définirais cette relation entraîneur des gardiens, joueur? Tu as parlé de Christophe Miranda, Olivier Lagarde. En quoi elle est importante? Je pense qu'elle est primordial. On est plus que... Enfin, moi, j'ai cette sensation qu'on est plus que des collègues. C'est ce rapport un peu fraternel, on va dire, un peu comme les grands frères. Moi, des fois, j'ai l'impression que mes entraîneurs des gardiens, je les vois comme mes grands frères. J'ai eu de la chance, franchement, j'ai eu pratiquement que des bons souvenirs avec mes entraîneurs de gardiens. J'ai souvenir de Danny Verlinden. Tu regarderas sur Wikipédia, un gardien emblématique du club de Bruges, en plus club rival du Cercle de Bruges quand j'y étais. Pareil, grand homme, pareil, qui m'a fait grandir énormément. Puis aussi Andrew Sparkies, que j'ai aujourd'hui à QPR. Et franchement, voilà, on a cité Olivier, avec qui j'avais une très bonne relation. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir cette relation qui va des fois même hors foot, voilà, de s'intéresser aussi de la vie, chose qu'on peut moins avoir avec un entraîneur principal, parce que voilà, il est aussi à s'occuper de tous les joueurs, alors que l'entraîneur des gardiens, on est tout le temps avec eux. Vous êtes 3-4, puis il a 3-4 personnes. Exactement, puis on est 3-4 gardiens, donc il y a cette proximité, ce contact qui est tout le temps, on passe plus de temps avec eux qu'avec nos familles parfois, donc ouais, je pense que c'est vraiment très important. Ouais.
Donc vous montez l'année du Covid, 2019-2020, avec la saison qui est écourtée. Là, tu sais que tu vas arriver en Ligue 1 du coup en 2020, que tu es installé, tu t'apprêtes à avoir une vraie saison en Ligue 1. Tu n'as pas Daniel Subasic au-dessus de toi. Exactement. Est-ce que tu te dis là, bon, c'est bon, là je suis arrivé, c'est parti pour, avec un peu de plénitude et c'est parti quoi. Exactement, c'est exactement ce que je me dis. Je me dis que ça va être le moment voilà, de connaître la Ligue 1, de prendre du poids, de kiffer aussi. Parce que quand on fait une montée, derrière, on a tout de suite envie de se maintenir. Donc, ouais, ce passage et d'arriver en Ligue 1, franchement, ouais, pareil, trop content. Ouais, de jouer dans tous les stades français, jouer contre toutes ces belles équipes. Après, c'est dommage que c'est l'année un peu post-Covid, donc c'était encore très limité en termes de... Il y avait des jauges encore. En fait, il y avait des jauges, ouais. Il y avait des jauges, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, il faut le prendre. De toute façon, on prend ce qu'il y a à prendre. Hein. Ton souvenir de tous tes matchs en Ligue 1, si tu dois en garder un? Ouais, je pense que ouais, c'est assez simple. Je pense le match contre le PSG. Je pense le match contre le PSG à la maison, malheureusement, en plus on se fait rattraper, je pense à la 92e Icardi, je pense toute fin de match, qui égalise, mais c'est vrai que c'est un match particulier parce que c'est la première fois que j'affronte Lionel Messi. Puis je fais vraiment un très grand match avec vraiment de très très grands arrêts, puis notamment pas mal de face à face. J'ai le souvenir qu'après le match, j'ai mon père qui m'envoie une photo de l'équipe et les deux, Messi et moi, on a la note de on a la note 7, ouais. Tu vois, qui veut dire vraiment quelque chose, que tu as le gardien qui était bon, mais que l'attaquant a été bon aussi, qui a été mis en échec par le... Donc ouais, ça reste un souvenir, un petit souvenir dans ma carrière, mais ouais, ce match-là, je pense qu'il est emblématique avec voilà, tous les grands joueurs aussi que le PSG a. Justement, comment tu le prépares ce match-là? Alors, il n'y a pas Kylian Mbappé, mais le PSG s'aligne avec du coup Icardi, Di Maria et Messi. Ouais. Comment tu le prépares ce match en tant que gardien quand tu sais que tu vas jouer face aux trois là? C'est vrai que quand on a cette c'est un rêve, enfin c'est bête. Je pense que c'est des rêves qui se réalisent, hein, de jouer contre les plus grands, mais j'ai pas le souvenir de stress, de pression, de ces choses-là. Non, en plus, je crois que c'est le dernier match avant la trêve hivernale. C'est vraiment fin décembre. Donc ouais, non, franchement, de se dire que c'est du kiff, quoi. Franchement, du plaisir. Et quand on voit la sortie, c'est dommage. En plus, on méritait vraiment de gagner ce match-là. Je pense qu'il nous aurait fait vraiment du bien. Même si voilà, on s'est aussi maintenu cette saison-là. Ça reste un super souvenir. Ouais. Et dans le travail de préparation avec Olivier Lagarde, sur quoi il insiste quand vous faites le focus sur Lionel Messi? Raconte-nous comment ça se passe cette préparation, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on est face à Messi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En fait, je pense qu'avec Olivier, il y a beaucoup cette notion de respecter tous les ballons. Et je pense que ce soit Pierre, Paul, Jacques ou Messi en face, je pense qu'il faut respecter chaque ballon, que ce soit un ballon simple, un ballon difficile. Et je pense que ce que donne énormément Olivier, c'est la confiance. En fait, il te dit, si tu es là, c'est que tu le mérites. Tu as travaillé, tu mérites d'être là. Et fonce, quoi. Vous vous maintenez et la saison d'après, tu es en concurrence avec Mathieu Dreyer. Tu refais une saison où vous partagez un peu les buts, un peu au gré des résultats. Ouais. Comment on vit cette période-là où du coup tu es en concurrence certes, mais tu es un peu dépendant des résultats et de l'équipe parce que vous jouez le maintien. Comment ça se passe pour un gardien quand il est un peu plus dépendant des résultats collectifs et de ses performances? En fait, ce qui a été dur à titre personnel, c'est donc cette première année de Ligue 1. En fait, je me dis, retour en Ligue 1, je vais pouvoir faire une saison pleine. Pas revenir sur le devant de la scène, mais de me dire, voilà, c'est la Ligue 1, c'est notre championnat, quoi. Et ouais, j'ai des soucis de santé en janvier qui m'écartent des terrains pendant 2-3 mois. Et j'ai l'impression de me dire d'être un peu poissard, quoi, de me dire pour une fois que je suis là, je suis en Ligue 1, en plus ça se passait bien, j'avais des bonnes performances et on se dit on te coupe un peu l'épine sous le pied. Je reviens en fin de saison, je joue les 5 derniers matchs, on se maintient à Strasbourg, pareil, super souvenir, super bien. Et la deuxième saison ça se passe bien aussi, et en janvier j'ai le souvenir de quelques matchs où on n'est pas bien au classement, la relation avec Christophe Pélissier qui commence un peu à se tendre aussi. J'apprends sur les 3 derniers jours de Mercato, ils veulent faire un gardien. Puis à l'époque, je crois que c'était déjà Yvon et Mvogo que je voyais un peu dans les articles qu'on m'envoyait. Cette période-là, je ne l'ai pas trop aimé, cette deuxième saison
où ça s'est un peu tendu avec, c'était surtout avec l'entraîneur de l'époque. Et puis bien sûr, quand on est dernier du championnat ou dans les derniers, on sait que le gardien, ça peut être le premier fusible. Je n'ai pas aussi non plus fait des très bonnes performances à cette période-là. Donc voilà, j'ai été mis sur le côté. C'était dur aussi. Je pense que cette saison-là a été dure. Et on s'est quand même maintenu. Donc j'étais content pour le club. Et la relation avec Mathieu aussi a toujours été très bonne. Personne n'a mis de bâton dans les roues à l'autre. Franchement, ça a été cordial. C'était comme ça. Mais c'est le football. Il faut accepter. Pareil, ça n'a pas été la meilleure des périodes. Je me suis rattrapé en me mariant cet été-là avec ma femme. Avant de parler de la Belgique à nouveau et de l'Angleterre, on va passer à la question mystère. Je vais te la faire écouter et D'accord. après je te laisserai y répondre. Ok. Salut mon Polo. Bon, j'ai des souvenirs avec toi de retour de match où ton placement était souvent trop au premier poteau sur des situations de centre par exemple. Et je t'avais vu il y a pas si longtemps que ça, quand tu étais à la Gantoise. J'avais vu un match où tu avais super bien évolué dans ce domaine-là et j'aurais voulu savoir s'il y avait d'autres domaines, que ce soit dans le jeu offensif du gardien, le jeu défensif, ta communication avec tes partenaires ou du placement. Voilà, savoir s'il y avait des domaines qui avaient évolué dans ton jeu après toutes ces années de carrière. Voilà, Polo, je te dis à très vite, je t'embrasse. Nickel, ce petit message de Christophe Miranda. C'est vrai que par rapport à ces centres-là, j'ai le souvenir qu'avec Christophe, il appuyait vachement là-dessus. Quand le ballon arrivait sur le côté, que j'étais des fois un peu trop proche de mon premier poteau, sur des séquences de jeu où je pouvais me recentrer plus au milieu de mon but. Et c'est vrai que j'ai le souvenir qu'il m'a appelé pour me parler de cette anecdote et de me dire c'est vrai que quand je t'ai vu jouer en Belgique, tu le fais très naturellement, tu as une très bonne position. Et pour répondre à sa question, je pense que le positionnement pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la base du gardien de but aujourd'hui. Que ce soit en position offensive de l'équipe, position défensive de l'équipe, je pense que notre position elle est très importante. C'est très important d'avoir une position très, très agressive, très offensive, mais notamment sur ces centres où les équipes ont encore plus besoin que les gardiens participent et aident l'équipe. Donc franchement, je trouve que le positionnement il est trop important dans notre métier. Ouais. Comment tu quantifies la place du positionnement dans un arrêt ? 90%, 95%. 98%, oui, je peux même dire presque 100%, parce que si, après je vais aller très loin dans ce que je dis, mais si je suis de l'autre côté du but, je suis mal positionné, c'est but quoi. Donc je pense que notre position elle est trop importante et je l'ai vécu encore plus cette saison avec mon entraîneur des gardiens à QPR. Quand je suis arrivé, il m'a pris tout de suite en vidéo, il m'a montré plein de vidéos, notamment juste de ma saison d'avant, à Gand. Il me dit, tu vois, tous les buts là que je t'ai montré, parce qu'il m'a montré que des buts, il m'a dit, l'année prochaine, t'en prendras aucun. Juste par ta position, tu vas voir. Et on a travaillé ça tout l'été, on a travaillé. C'est vrai que des fois, j'étais un peu trop haut, des fois. Au final, je sais que j'avais... Et finalement, des fois, juste de te donner un peu de temps, un peu plus de temps, d'être moins inspiré des fois sur certaines situations, de juste rester un peu plus en position. Et en fait, c'est vrai que là, quand on a fait un peu le retour de la fin de saison, il m'a montré plein d'images. Et je lui dis, mais c'est sûr, je suis sûr en les voyant que l'année prochaine, l'année passée, je les aurais sûrement pris, où j'aurais fait cet arrêt exceptionnel. Ou non, là c'est plus, juste par une position, je fais un arrêt qui est beaucoup plus simple, en fait. Se donner du temps, c'est des fois de se stopper et pas forcément d'avancer sur... Alors, parce qu'on disait, le gardien, il faut qu'il sorte pour boucher l'angle et tout. Bien sûr. Mais se donner du temps, c'est... Même des fois, on l'a vu là en Ligue des Champions, c'est de reculer. Là, on voit le gardien qui recule d'un pas pour être bien sur les appuis, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Des fois, en fait, après, ce qui est simple aussi, c'est... On va souvent interpréter que la finalité. Si à l'arrêt derrière, on va dire c'était vraiment la bonne situation. Je sais que cette saison, il y a un arrêt au début de saison que je fais à l'automne où je sors comme une fusée sur l'attaquant. Je l'arrête, le ballon passe entre les fesses et en fait, je l'arrête avec mes fesses. Et comme je disais, si tu tombes sur l'attaquant qui est peut-être un peu plus fin et qui fait le petit crochet, qui pique, on va dire t'es sorti trop vite, qu'est-ce que t'es sorti comme un fou. Donc des fois, il y a aussi la finalité. Quand il y a l'arrêt, ok. Mais des fois, je pense qu'il faut savoir tout analyser. Mais pareil, faut analyser. Mais des fois, il y a aussi cet instinct, cette petite chose, ce petit truc en plus des fois qu'on peut avoir.
À Gand, tu as joué la Coupe d'Europe, c'était la Ligue Europa Conférence. Alors, c'est pas la plus grande des Coupes d'Europe, mais c'est la Coupe d'Europe. Et, ce parfum de Coupe d'Europe, ces matchs en semaine et tout ça, c'était une nouvelle étape pour toi. Est-ce que ça faisait partie du parcours et de l'évolution aussi sur cette saison-là? Bah, ça m'a un peu tombé dessus, hein. Franchement, je suis transféré à Gand le 31 août. Donc, parce que pareil, l'époque là, Régis Lepris reprend l'équipe à Lorient. Et donc Yvon et Mvogo étaient arrivés, qui est encore le gardien de Lorient aujourd'hui. Et moi, pareil, je voulais pas du tout être numéro 2. Et donc le club le savait. Et j'ai eu la Gantoise qui s'est positionnée en fin de mercato, qui avait eu un problème de gardien. Et ouais, quand j'arrive, je crois que 2 semaines après, je fais mon premier match de Coupe d'Europe. Et ouais, souvenir de fou. Franchement, c'était pareil. Comme on va dire un petit truc que j'ai validé dans ma carrière, je pense qu'à 28 ans, c'est peut-être pas des choses que j'aurais pensé vivre. Et donc ouais, non, franchement, trop cool. On fait une super belle campagne européenne. Moi, je joue toute la phase de groupe. Et vu qu'après, je deviens le premier gardien de l'équipe, cette saison-là, donc c'est le deuxième gardien après qui a fait les matchs. On allait jusqu'en quart de finale contre West Ham. Donc ouais, pareil, super parcours, super souvenir. Donc ouais, franchement, top. C'est sur ces années-là, tu parlais sur tes premiers matchs aussi que tu étais dans un rouleau compresseur, tu avais l'impression que tout allait bien. Là, est-ce que tu as aussi ce sentiment, mais peut-être avec un plus de recul, de maturité, comment tu vis cette période-là, mais avec un peu plus de plénitude, mais surtout de la maturité? Je trouve, j'ai l'impression que plus on arrive cette trentaine en gardien de but, j'ai l'impression que plus on prépare encore mieux les matchs. Voilà, encore cette saison, quand tu as 45 matchs, si tu es stressé avant chaque match, à la fin de la saison, je pense que tu pars en burn-out. Donc je pense que tu prépares encore mieux tes matchs, et je pense qu'avec l'expérience, on vit tellement de situations qu'on peut s'adapter à beaucoup plus de situations. C'est vraiment la sensation que j'ai aujourd'hui, malgré le fait qu'il ne faut pas se reposer, parce que gardien de but, c'est un poste qui est vachement difficile, qui demande énormément, donc il faut tout le temps s'adapter à tout. Maintenant, on demande encore plus aux gardiens de but de jouer avec les pieds, donc faut tout le temps s'adapter au pressing de l'équipe qu'on va jouer. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est vrai que cette année-là, cette première année à Gand, pareil, elle était super, elle était top. Donc ouais, non, franchement, on s'était qualifié aussi pour la saison d'après pour l'Europe, donc ça a été super. Ouais. Tu vas nous le dire, mais autre case que tu as à cocher, c'est jouer dans le championnat anglais. Raconte-nous cette saison à QPR, et puis raconte-nous le foot anglais. Pour les gardiens, on dit toujours que c'est compliqué. Ouais, c'est vrai que on se fait beaucoup bousculer sur les corners, on va dire. C'est vrai que c'est le truc qui m'a vraiment choqué le plus, et ce que je dis à tout le monde en Angleterre, c'est que sur les corners, j'ai l'impression que même nous, en fait, on fait ça offensivement. Il y a 1 ou 2 joueurs qui s'occupent du gardien, en fait. Mais se dire qu'ils s'occupent du gardien, se dire que tu peux pas bouger. Donc ça veut dire que les arbitres sifflent pratiquement jamais. Donc en fait, tu sais que tu vas avoir déjà un duel avant le corner. Donc en fait, ça joue des épaules, ça joue des bras. Et c'est vraiment le truc, on va dire, qui m'a le plus choqué en Angleterre. Et ça, en tant que gardien, ça te fait pas peur dans le défi qui t'attend, tu le sais, mais... En fait, au début, franchement, je me suis dit, comment ça va se passer, puisqu'il y a 46 matchs, beaucoup de corners. Je me dis, waouh, c'est une grosse mission. Et au final, tous les jours, en semaine, c'est vrai que c'est le truc qu'on fait peut-être moins, j'ai l'impression, en France et en Belgique. C'est la première fois que je voyais ça. C'est quand on fait les coups de pied arrêtés en équipe, c'est pareil. En fait, on met vraiment au réel. Donc soit tu as quelqu'un sur toi qui va pas vraiment te laisser bouger, ou quand tu es qu'avec l'entraîneur des gardiens, tu as les 2-3 autres gardiens qui sont avec des gros pads, et que en fait tu bouges pas, et en fait tu dois vraiment improviser. C'est vrai qu'il y a encore plus de sorties au point, je trouve. Mais au final, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Mais ouais, c'est une mission chaque week-end, même s'il n'y a pas que ça. Là, on grossit un peu la chose. Ouais. Hein, c'est pas non plus. Je ne peux pas dire qu'à chaque match, il y avait tout le temps quelqu'un qui était là pour me. Voilà, un déménageur qui était là pour m'enlever de mon but. Non, mais c'est vrai que dans ces phases-là, ça joue un peu plus des coudes, j'ai l'impression. Tu voulais y jouer dans le championnat anglais, dans un coin de ta tête. Maintenant que tu as vécu ta première saison, ça correspond à ce que tu attendais? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris positivement? La culture foot. Je pense que la culture foot, aucun pays peut rivaliser avec l'Angleterre. La culture, c'est... tous les matchs qu'on a joués à domicile ou à l'extérieur, c'est... Je sais pas, peut-être c'est pratiquement tout le temps full, quoi. C'est très souvent sold out.
Et ouais, chez nous, on a joué le maintien pratiquement toute la saison. Et j'ai le souvenir que ouais, sur les 15 premiers matchs, je crois qu'on est au fond du championnat. Et à chaque fois, c'était tout le temps plein chez nous. Et j'ai pas le souvenir qu'à la fin des matchs, on nous ait beaucoup fait des doigts d'honneur, cassez-vous, rentrez chez vous. Non, très souvent soutenu. Franchement, exceptionnel. Puis découvrir des stades en D2 exceptionnels, des atmosphères dingues. Ouais, il y a une culture foot qui est différente, les Boxing Day, c'est spécial, c'est le football anglais. Et ouais, d'y avoir goûté rien qu'une saison, je suis très 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 heureux et j'espère que je vais en vivre encore d'autres. Ouais. On ne peut pas terminer cet épisode sans parler de ce quadruple arrêt qui a fait le tour de l'Europe au début de saison. C'était contre Blackburn. Quel arrêt! Ouais, c'est vrai que quel arrêt, mais en soi, c'est parce que le premier ballon, c'est un ballon repoussé que j'aurais peut-être, si je le repousse peut-être un peu mieux, ça va en corner et il n'y a pas ce deuxième ballon, ce troisième et ce quatrième ballon. Donc ouais, c'est un super bel arrêt qui a fait un peu le tour, mais voilà, c'est sympa. Je sais que j'ai vu une vidéo de Peter Schmeichel qui commentait cet arrêt et je me suis dit, waouh. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, il faut que j'enregistre, il faut que je filme, il faut que je le garde pour plus tard. Et c'est vrai que limite, c'est le truc que je retiens de cet arrêt, que Peter Schmeichel ait commenté cet arrêt-là. C'est vrai que ça restera gravé. Mais c'est vrai que c'est le fait qu'il y ait 4 arrêts, en fait, parce qu'en soi, c'est pas des arrêts très compliqués. C'est vrai. C'est le fait, en fait, que ben voilà, je crois que le troisième, c'est celui où je suis vraiment en arrière et que je vais la chercher derrière. C'est un peu impressionnant, mais on va dire que c'est les circonstances qui font que je suis bien placé aussi, j'ai cette petite réussite. Et voilà. Parce que c'est vrai que ce troisième arrêt, j'invite tout le monde à aller le regarder, il est sur YouTube. C'est vrai que ce troisième arrêt, je pense que même si un gardien U12 il fait cet arrêt-là, oui, voilà, et qu'il n'y a pas le contexte de faire 3-4 arrêts d'affilée, c'est pas académique, c'est exactement ça, quoi. Donc c'est le fait qu'il y en ait 4 à la suite, donc c'est pour ça. Ouais. Et il disait quoi, Peter Schmeichel, de cet arrêt? Je crois qu'en plus, c'est exactement ce qu'il dit. Je crois que quand il commente, il voit le premier, il fait oh! Wow, donc ça c'est sympa, la vidéo est sympa. Et en fait c'est pareil, il dit que le premier arrêt c'est pas le plus difficile. Il dit en plus dans la vidéo, il dit je comprends pas trop pourquoi en voyant le premier arrêt, pourquoi il est dans le top, parce que je crois que c'était un top save peut-être de l'année et donc au final il dit c'est vrai, quand on voit le deuxième, le troisième et le quatrième, c'est pour ça qu'il est un peu spécial cet arrêt. Ouais. Merci beaucoup Paul, merci à toi, d'avoir retracé ta carrière, d'avoir participé à ce podcast. On va finir avec le face-à-face. Okay. Une question, une réponse. Allez. Ton plus bel arrêt? On va dire celui-là, le quadruple arrêt avec QPR contre Blackburn. Ce qui te fascine chez les gardiens? Le mental. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? Peut-être les gardiens qui font à l'époque, la photo, les arrêts photo qui sont un peu trop exagérés. La charnière la plus forte devant toi? Charnière la plus forte devant moi. Wow. En plus j'ai des potes, j'ai pas envie d'en froisser certains, mais je vais dire un truc très, je pense que personne va les connaître, mais je vais dire Benjamin Lambeau et Jérémy Taravel. C'est ma charnière au Cercle de Bruges et solide. L'attaquant le plus coriace? C'est pas un attaquant, mais qui m'a mis, je crois, un triplé qui m'avait choqué à l'époque. C'est Leandro Trossard quand il était à Racing Genk à l'époque. Ouais. Dans ton sac en déplacement, le pot de cire de gel pour les cheveux en premier ou la paire de gants? La paire de gants toujours, mais le pot de cire pour les cheveux n'est pas très loin. Ton modèle? Mon modèle, Hugo Lloris, ça l'a été depuis que je suis gamin, ça l'a toujours été, donc je veux dire Hugo Lloris. La nourriture française, belge ou anglaise? Française. On se plaint beaucoup de la France sur certaines choses, mais on a un pays exceptionnel, et surtout pour sa gastronomie. L'exercice que tu détestais? Allez, je vais dire la sortie dans les pieds avec Christophe Miranda à 20h un mardi soir. Ouais, j'aimais pas trop à 14 ans. Ton geste préféré? Après, ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure, les arrêts photos, mais bon, la claquette main opposée, c'est vrai que c'est sympa. Le thème du flipper de tes rêves? Ouf, la vache, flipper exceptionnel. Alors là, franchement, tous, j'ai eu Game of Thrones, mon dernier flipper, c'était Stranger Things, donc je veux dire ça, j'ai kiffé, j'ai passé beaucoup d'heures dessus, donc je veux dire ça. Les émotions d'une montée ou d'un maintien? Montée, ouais, facilement montée. Ouais. Est-ce que la France te manque? Oui, elle me manque. Et sportivement?
Aussi. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Francky Vercotteren. Et le conseil que tu donnerais au Paul Nardi, né à Vesoul? Le conseil, c'est franchement, n'abandonne jamais. Malgré certains bacs que tu vas rencontrer, lâche pas et là, ça va tourner. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi, merci, c'était super sympa. D'avoir participé à ce podcast. Bonnes vacances. Merci, merci beaucoup. Parce que les saisons en Angleterre sont chargées. Donc là, on a un peu plus de vacances que d'habitude, donc je vais profiter, je vais me reposer. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir tous les autres entretiens. Plus de 20 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière en Ligue 1, en Ligue des Champions, à l'étranger, lors d'une Coupe du Monde ou au JO. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure. Les mains d'un gardien, c'est son outil de travail. Et pour ne rien laisser filer, vous le savez, il faut du grip. La dernière technologie des gants Decathlon a de quoi vous aider dans vos prises de balles. Le Giga-Grip, avec ses 3,5 mm de latex et 3 mm de mousse, a une accroche parfaite. Selon votre style de jeu, vous avez le choix entre un gant plus traditionnel avec le Viralto ou un plus moderne avec le CLR. En Ligue 2, Florian Escalès et Pierre Patron les ont déjà adoptés. Donc si ça vous intéresse vous aussi, retrouvez tous les gants de Decathlon en lien dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour les remercier une nouvelle fois de soutenir le podcast et de vous avoir proposé ce nouvel épisode.